Alors, imaginez, vous vivez dans un pays où vous élisez un président socialiste parce qu'il vous promet plus d'égalité, un meilleur partage des ressources. Et puis, petit à petit, vous vous apercevez que les ressources du pays sont partagées entre le président, sa famille et ses amis. Ça vous rappelle peut-être déjà quelque chose. Bref, vous élisez un président pour l'égalité et le partage des richesses, et lui, il s'en met plein les poches. Ça vous énerve un peu. Imaginez maintenant que ce président décide alors de prendre des mesures écologiques, radicales, et que cela débouche sur des pénuries dans votre pays. Alors là, on ne parle pas juste de manque d'électricité ou d'une pénurie d'huile de tournesol. Non. On parle d'une bien grosse pénurie. Une pénurie telle que vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Vous n'auriez pas envie de prendre les armes et d'aller faire une révolution ? Bonjour, je m'appelle François Xavier et dans cette vidéo, je vais vous parler du Sri Lanka, un pays d'Asie du Sud qui vient peut-être de montrer au monde comment chasser un dictateur du pouvoir sans verser du sang, ou presque. La révolution de juillet 2022 au Sri Lanka, c'est un mélange épicé de la révolution française du XVIIIe siècle et du printemps arabe de 2011. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que la population de ce pays, qui est l'un des plus discrets au monde, renverse son président? Le Sri Lanka, c'est un pays à majorité bouddhiste de 64 000 km², situé au sud-est du continent indien. Il a un accès direct et stratégique à l'océan Indien, avec lequel il partage 1340 km de côte. Les 22 millions d'habitants que compte le pays vivent essentiellement de l'agriculture. Et ça, c'est un point essentiel. Retenez bien cette information, parce qu'elle sera pour beaucoup dans la compréhension de cette crise hors du commun. Le Sri Lanka est, comme l'Inde, une ancienne colonie britannique qui a obtenu son indépendance en 1948 après des luttes sanglantes. Mais cette indépendance a mis le pays face à des nouveaux problèmes que les dirigeants n'ont pas su résoudre. Ce n'est donc pas surprenant que le pays ait connu plus tard des guerres civiles terribles accompagnées de famines accrues. Mais finalement, les Sri Lankais ont survécu et le pays semblait malgré tout amorcer un semblant de vie paisible et respectable à partir de 2009. L'homme grâce à qui cela a été possible, c'est Mahinda Rajapaksa, et j'espère que j'écorche pas trop son nom. Le président élu à la tête du pays à l'aide de l'appui logistique chinois et pakistanais. Le 19 mai 2009, la République démocratique et socialiste du Sri Lanka en a terminé avec les guerres et le terrorisme et est désormais prête à amorcer son développement économique. C'est en tout cas ce que déclare le président devant le Parlement. Seulement, la suite des événements va démontrer qu'il n'a aucune intention de rendre son pays riche. En fait, sa famille et lui vont méthodiquement piller un pays qui était déjà au bord du gouffre économique. Glissez-vous une seconde dans la peau d'un Sri Lankais. Vous avez survécu à des décennies de guerre. Vous avez entendu le président déclarer solennellement qu'il allait travailler à rendre le pays plus juste, plus prospère. Mais à peine a-t-il prêté serment qu'il nomme exclusivement les membres de sa famille et ses amis intimes à des postes clés. Bien sûr, comme ils ne tiennent aucun compte du peuple, eh bien ils se jettent sur l'argent public pour acheter des produits luxe dans un pays où on meurt littéralement de famine. Vous dites certainement qu'un pays qui sortait de 50 ans de conflits armés aurait pu s'épargner un autre épisode de troubles sociaux. Ben, c'est pas du tout ce qui a été fait dans cette république démocratique et socialiste. D'abord, de 2010 à 2019, la dette extérieure du pays n'a cessé d'augmenter pour atteindre 42,6% de son PIB. Et ça, sans que les populations ne voient une amélioration significative de la qualité de vie. Jusque-là, la population reste plutôt calme. Elle se plaint bien occasionnellement des injustices de la dynastie Rajapaksa qui a confisqué les clés des coffres-forts du pays, mais rien de plus. En 2020, la crise sanitaire du Covid-19 vient secouer la fragile économie du pays. Encore une fois, la famille Rajapaksa est trop occupée à s'en mettre plein les poches pour se soucier du Covid-19 dans son peuple sri-lankais. Petit à petit, la situation s'envenime. Mais Gotabaya Rajapaksa, qui est devenu président, en lieu et place de son grand frère, n'est pas plus capable que lui de voir les problèmes venir à grands pas. Et si vous me demandez où est passé l'ancien président Mahinda Rajapaksa, eh bien il est tout simplement devenu Premier ministre. En fait, les deux frères ont fait un changement de poste en 2015.
Comme je vous le disais, le pouvoir appartient au Rajapaksa dans la République démocratique socialiste du Sri Lanka. Durant toute l'année 2021 et jusqu'au début de 2022, le pays a été malmené par des pénuries dues à l'arrêt des systèmes productifs. Vous me direz que ça a été le cas dans le monde entier. Mais vous avez déjà une idée assez précise de la capacité des Rajapaksa à gérer les problèmes du pays. Rappelons qu'entre-temps, la dette extérieure du pays, elle est passée de 42% en 2019 à 101% du PIB en 2021. Le pays est donc officiellement incapable de rembourser ses dettes. Et pour rien arranger, le nouveau président, Gotabaya Rajapaksa, va prendre une série de mesures qui feraient éclater de rire n'importe quel économiste. Tout d'abord, il commence par réduire les impôts pour plaire à ses amis hommes d'affaires. Il réduit les impôts, mais évidemment, il ne réduit pas les dépenses. Cette décision, bien, elle a pour effet immédiat de réduire les recettes de l'État. Et comme les dépenses restent les mêmes, eh bien, la dette continue à s'envoler. Parce que l'État, il a quand même besoin d'argent pour rembourser ses dettes. Peu importe, la dynastie continue à saigner en demandant à la Banque centrale de faire tourner la planche à billets pour imprimer de l'argent en quantité record. Une dette qui explose, des présidents qui ne sont pas très soucieux de leur population et une banque centrale qui imprime des billets en un temps record. Je me demande si ça ne me rappelle pas quelque chose beaucoup plus proche de chez nous. Mais c'est pas là l'histoire. On en revient au Sri Lanka. La décision d'imprimer de l'argent en un temps record, eh bien ça fait bondir le FMI, qui a tout de suite ordonné au président de faire cesser cette production. Mais ce n'est finalement qu'une erreur parmi une constellation d'erreurs politiques qui ont lentement mais sûrement fait monter la tension dans le pays. Par exemple, les frères Basil Rajapaksa, qui est le ministre des Finances, et Mahinda Rajapaksa, qui est le Premier ministre, snobent le peuple et affichent une richesse obscène. Les noms d'ailleurs de plusieurs membres de la famille au pouvoir sont apparus dans le scandale des paradis fiscaux Pandora Papers, pour lequel je vais faire une autre vidéo. Plus tard, en 2022, une cousine du président admet d'ailleurs que la famille cache des dizaines de millions de dollars dans des dizaines de banques partout à travers le monde. On connaît des pays où la population serait descendue dans la rue pour moins que ça. Mais jusque-là, les Sri Lankais sont plutôt calmes. C'est une autre décision, apparemment anodine, du président, qui va sceller son sort et celui de toute sa famille. Écoutez bien la suite. On nous répète souvent que l'agriculture biologique est préférable à l'agriculture conventionnelle qui utilise beaucoup de produits chimiques. Mais peut-on cultiver des hectares de thé ou de riz sans engrais? Mettez-vous une seconde à la place d'un Sri Lankais dont toute la vie dépend de l'agriculture. Vous devez cultiver du thé en grande quantité et le revendre pour envoyer vos enfants à l'école et payer vos factures. Vous devez également cultiver du riz ou autre culture de première nécessité pour assurer l'autosuffisance alimentaire de votre famille. Et puis tout à coup, un gouvernement qui n'a pas cessé de rendre votre vie misérable depuis 10 ans vous apprend qu'il est désormais interdit d'utiliser des engrais. Personne ne sait exactement qui a pu souffler cette idée stupide au président Gotabaya Rajapaksa. C'était peut-être un problème pour lui parce que les engrais chimiques sont fabriqués hors du Sri Lanka et pour les faire venir, eh bien, il fallait faire sortir des devises sri-lankais, donc augmenter la dette du pays. Mais en tout cas, on ne comprend pas bien pourquoi il est allé prendre cette décision. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est levé un jour d'avril 2021 et a décidé que son pays n'allait plus autoriser l'utilisation d'engrais agrochimiques. Et là, si vous aviez encore des doutes sur l'incompétence de cet homme, ils doivent être dissipés à présent. Dans un pays où 80% de la population vit directement de l'agriculture, et les 20% restants en dépendent indirectement, vous interdisez subitement et totalement l'utilisation d'engrais sans avoir préparé les agriculteurs aux méthodes de l'agriculture biologique. Les conséquences de cette décision ne se font pas attendre. Le pays a perdu 425 millions de dollars rien que sur la production de thé, le fameux thé de Ceylan. Le thé pour le Sri Lanka, c'est comme le cacao pour la Côte d'Ivoire, le gaz pour la Russie ou le pétrole pour l'Arabie Saoudite. Et comme si ça ne suffisait pas, la production de riz a également chuté de 20%. Le pays qui produisait assez de riz pour nourrir toute la population s'est alors vu obligé d'importer du riz
pour un coût de 450 millions de dollars. Et d'autres cultures ont également souffert de cette décision stupide, dont le haricot ou d'autres fruits et légumes. Devant la catastrophe, le gouvernement a levé l'interdiction en novembre 2021. Bon voilà, le mal était fait. La pénurie mondiale n'a pas épargné le Sri Lanka. D'ailleurs, elle n'a épargné aucun pays. La différence avec d'autres pays, c'est que même les produits agricoles locaux, puisqu'on n'utilisait plus d'engrais chimiques, même les produits agricoles locaux ont connu une forte hausse des prix. Les prix des fruits et légumes ont carrément doublé. Résultat de cette hausse de prix, eh bien, les supermarchés sont pris d'assaut par les Sri Lankais les plus rapides et ils sont vidés en un clin d'œil. Certains médicaments incontournables disparaissent même des pharmacies. Si vous viviez dans un pays où vous n'avez plus de nourriture, ni d'eau, ni d'électricité, et encore moins de médicaments pour vous soigner, vous feriez quoi? Surtout que votre président et sa famille cachent une véritable fortune dans les paradis fiscaux. Avant de répondre à cette question, revenons un instant sur la crise économique et alimentaire qui a poussé la population dans la rue. Vous savez déjà que l'un des piliers de l'économie sri-lankaise, c'est l'agriculture. Le président s'est donc chargé de la plomber en interdisant les engrais agrochimiques. Mais avant, le Covid-19 s'était déjà chargé de détruire un autre pilier de l'économie du pays, c'est-à-dire le tourisme. En 2020, 40 000 personnes ont perdu leur travail dans ce pays, qui est une destination touristique de rêve. Enfin qu'il l'était. Pour dire à quel point le pays manquait d'argent, il a importé des produits pour 20 milliards de dollars en 2021 et n'a plus en payé que pour 5,7 milliards en 2022. Il ne lui reste aujourd'hui plus que 50 millions de dollars de réserves de devises contre une dette extérieure de 50 milliards. Autre problème du Sri Lanka, le pétrole. Le pays importe tout le carburant qu'il utilise. Et n'ayant pas assez de réserves, il doit le rationner. Pour un salaire mensuel de 150 €, un Sri Lankais peut dépenser jusqu'à 50 €, c'est-à-dire un tiers, rien qu'en carburant. Dans les stations-service, on peut voir des rangs interminables de motos, voitures, bus et camions attendant que le précieux liquide soit disponible. Pour limiter l'utilisation de carburant pour le transport, le gouvernement préconise le travail à distance. Mais les coupures sauvages d'électricité rendent les choses difficiles. Et même le gaz domestique est introuvable. Certains doivent parcourir des kilomètres dans une chaleur étouffante pour s'en procurer. Dans certains hôpitaux, l'activité du service de chirurgie est complètement à l'arrêt, faute de matériel pour opérer les patients. Certains médicaments pour des personnes souffrant de problèmes cardiaques et de cancer sont indisponibles. Le plus dramatique peut-être, c'est que des bateaux contenant les aliments, le carburant et les médicaments dont le pays a tant besoin sont ancrés au port. Mais le gouvernement n'arrive pas à trouver l'argent pour payer toute cette marchandise. Le FMI ne veut plus lui faire crédit, ni aucun établissement financier international. Alors comment faire lorsqu'on a un gouvernement qui n'inspire plus confiance au niveau national ou international? Comment vous réagiriez si votre gouvernement était incapable d'assurer l'avenir de vos enfants, les médicaments de vos parents âgés et de l'ingénierie pour vous permettre d'aller au travail? Si vous étiez Sri Lankais en ce fameux mois de mars 2022, est-ce que vous auriez croisé vos bras en attendant que les choses s'arrangent? Les nombreuses années de guerre dans ce pays ont prouvé que les habitants ne sont pas du genre à confier leur destin au hasard ou à la providence. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous montrer comment ils ont réussi à chasser la famille Rajapaksa du pouvoir. Les premières manifestations ont commencé au début du mois de mars dernier. Une dizaine de personnes se rassemblaient ici et là, d'abord à Colombo, la capitale, et puis ensuite dans les autres villes du pays. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que des milliers de personnes rejoignent le mouvement. Dès le 16 mars, des milliers de personnes défient l'autorité du président et se présentent devant son bureau pour exiger sa démission. Mais Gotabaya Rajapaksa n'a pas l'intention de bouger de son siège. Il répond fermement aux manifestants en imposant l'état d'urgence dès vendredi 1er avril pour 36 longues heures. Il ne manque pas de mobiliser l'armée pour faire respecter son couvre-feu. Mais le peuple est bien décidé à chasser la famille Rajapaksa du pouvoir. 26 ministres, qui ont compris qu'il était temps pour eux de tirer leur révérence, démissionnent. Ils représentent l'écrasante majorité du gouvernement. Le Premier ministre et grand frère du président reste. Il a encore un peu d'espoir.
Ajit Cabral, gouverneur de la Banque centrale du Sri Lanka, profite de cette vague de démission pour annoncer aussi la sienne. C'est lui qui avait refusé de demander l'aide du FMI afin de permettre au pays de se sortir de la crise. Dans une tentative désespérée de sauver son pouvoir, le président invite alors les partis d'opposition à constituer un gouvernement d'union. Mais si vous étiez opposant sri-lankais à ce moment-là, auriez-vous accepté de vous unir à un président sur le point de tout perdre? Sentant l'arnaque, les partis d'opposition vont poliment rejeter l'offre du président tout en invitant la population à manifester davantage. Et le conseil va être suivi à la lettre. En panique devant une manifestation qui prend de plus en plus d'ampleur, le président va lâcher la police sur la population. À coups de gaz lacrymogène et de canons à eau, elle va tenter de disperser les manifestants. Ces derniers répondent tout naturellement en descendant dans les rues encore plus nombreux. Cette fois, ils sont armés de pierres et de pneus qu'ils brûlent pour stopper l'avancée des véhicules de police. 2 bus de police seront d'ailleurs incendiés. Plus de 300 avocats sont venus à la rescousse des manifestants arrêtés et l'Église, elle, demande à l'État de protéger avant tout les citoyens tout en imputant la situation du pays à la mauvaise gestion des Rajapaksa. Tout le pays semble se liguer contre cette famille. Le patronat, le personnel médical, le secteur de la justice, les religieux, les sportifs, les artistes, bref, tout le monde. Les manifestations atteignent un niveau critique lorsque des milliers de personnes se dirigent vers Gelfes Green, un jardin touristique magnifique, symbole de l'opulence des riches familles qui pillent le pays. Les caprices de la météo et les menaces des forces de l'ordre ne suffiront d'ailleurs pas à déloger les manifestants. En parallèle, les manifestations continuent dans tout le pays et deviennent de plus en plus intenses. Shiraz Shiraz, un rappeur sri-lankais populaire, décède alors des suites d'une crise cardiaque lors des manifestations. C'est le premier décès enregistré. Mais le rappeur n'était pas du tout mort sous les coups de la police. En fait, plus d'1 mois après le début des manifestations, on n'a encore enregistré aucun mort. Et c'est plutôt inhabituel dans des manifestations de cette ampleur. L'acteur britannique sri-lankais Iran Abeysekera, j'espère que je prononce bien, meilleur acteur aux Laurence Olivier Awards 2022, est arrivé au Sri Lanka pour rejoindre les manifestations de Gelfes. Des anciens combattants ont également rejoint les manifestations par dizaines contre le gouvernement. C'est alors qu'il y a un second décès dû aux manifestations. On est le 19 avril et il y a des citoyens qui attendent du carburant depuis les premières heures de la matinée. Ils manifestent leur ras-bol en bloquant les voies ferrées pendant plus de 15 heures. Un officier de police en a alors marre d'attendre que les manifestants libèrent les voies et il donne l'ordre de tirer à balles réelles sur la foule. Bilan de la fusillade, 12 blessés et 1 mort. La police tente alors de se justifier en accusant les manifestants d'avoir incendié des véhicules et attaqué un camion-citerne. Seulement voilà, les vidéos montreront plus tard ces mêmes policiers en train de mettre le feu à plusieurs véhicules. Jusque-là, les manifestations se faisaient de manière assez organisée. Mais bien sûr, ça ne peut plus durer. En effet, des manifestants d'un nouveau genre vont apparaître et ce qui était un mouvement pacifique va devenir une chasse sans merci. Vous en saurez un peu plus en regardant la suite de la vidéo. Si vous pouviez amasser des milliards sur le dos de votre pays, vous partiriez du pouvoir juste parce que le peuple vous le demande? Jusqu'au matin du 9 mai 2022, en tout cas, les Rajapaksa n'ont pas l'intention de bouger. Le SLPP, un mouvement politique armé, fidèle au pouvoir, va violemment s'attaquer aux manifestants anti-gouvernement situés à Gelfes Green. La police, qui est présente sur les lieux, ne lèvera pas le moindre petit doigt. L'ordre de ne pas bouger a été donné par l'inspecteur général de la police, un proche du président. Pour répondre à cette attaque, les manifestants deviennent plus violents et attaquent à leur tour les loyalistes de Rajapaksa. Ils incendient leur bus et brûlent entièrement le domicile de l'homme qui a mené l'attaque. Le soir du 9 mai, le Premier ministre Mahinda Rajapaksa lâche son frère et démissionne à son tour. Il est évacué d'urgence par l'armée après que son domicile a été envahi par les manifestants. Mais auparavant, pour ne pas se retrouver dans la misère, il avait fait envoyer de nombreuses valises d'argent vers l'Ouganda par la compagnie nationale. La situation du pays se gâte davantage lorsque le président demande alors à l'armée de tirer à vue sur les manifestants. Mais à ce stade, rien ne peut sauver le président Gotabaya Rajapaksa. Le peuple
est en colère. Le 9 juillet, le président est obligé de fuir sa résidence officielle à Colombo. Malgré les nombreux policiers qui la protègent, les manifestants réussissent à la prendre d'assaut. Ils avaient mis le feu à la résidence du Premier ministre, mais pour celle du président, ils vont la transformer en lieu touristique. Certaines personnes passent la nuit dans le lit présidentiel, d'autres invitent leur famille à se baigner dans la piscine de luxe dans laquelle le président prenait parfois du bon temps. Le 13 juillet, le président fuit vers les Maldives, puis il continue à Singapour pour finir sa course en Arabie Saoudite. Le 15 juillet, le président du Parlement a annoncé la démission officielle du président Gotabaya Rajapaksa. Mais curieusement, c'est un proche du président chassé qui a officiellement prêté serment en tant que président par intérim. Est-ce que vous pensez que les manifestations vont s'arrêter? Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous ne trouvez pas qu'il y a des relations troublantes entre ce qui s'est passé au Sri Lanka et ce que l'on voit actuellement dans certains pays européens. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.